Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. Et la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. Il est mardi 23h passé d'1 minute et vous êtes en train d'écouter une nouvelle émission du Campus Sport Club, l'émission qui revient sur toute l'actualité sportive sur votre radio locale préférée. C'est Adrien Fedeli aux commandes et comme chaque soir, jamais bien seul. Avec moi ce soir, 3 chroniqueurs de talent, certains avec la voix, d'autres avec un ballon dans les pieds. Oui, Marius, je te visais, tout simplement. Comment tu vas, Marius? Ça va très bien, et toi? Très bien, très bien. Marius Grébeau qui, je le disais juste avant off, mais qui, si vous avez regardé La Voix des Sports en ce lundi matin, a marqué le but du break et c'est la victoire de son équipe ce week-end. Et j'en profite donc pour encenser mon équipe. Tu me fileras donc 50% de ta prime. Face à moi, il était déjà là ce matin sur les ondes de Radio Campus Lille, mais pas dans le cadre du Campus Sport Club. C'est Maxime Paulin. Est-ce que tu es quand même heureux de revenir Tu t'as fait les opposés en fait. Toi, tu fais le réveil et le coucher. Ouais, c'est ça. Mais le coucher, je le fais souvent en ce moment. Hein. En vrai, je suis là à toutes les émissions quasiment. Mais ouais, ça, tu auras des bons points plaisir. d'assiduité et tu auras les chèques restaurants. Parfait. Et puis le dernier, le troisième, c'est quelqu'un qu'on n'a pas du tout entendu dans cette saison 3 puisque il n'était pas tout simplement dans le coin, mais il nous a fait l'honneur de revenir, fervent, pionnier presque de la saison 1. Un vieux de la vieille. Le vieux de la vieille. Timéo, comment tu vas? Bah ça va super, c'est petite nostalgie de revenir ici, mais très très content. Timéo qui a passé des belles semaines hein, entre le LOSC, surtout important pour cette semaine, mais aussi l'Atlético Madrid. Ah ouais, c'était pour l'instant ça va, la saison est sympa. Et puis là en plus on revient du fameux de Fiège qui était aussi cool. C'est vrai. Ça c'était sympa. Alors, décrit en 2 mots ce qu'est le Fiège. Tournoi de football inter-école de journalisme une fois par an. Et du coup j'étais dans l'équipe de mon école et c'était sympa. Dans lequel excellera Marius si jamais il atteint le Graal d'ici quelques années dans le journalisme. On espère bien. On va pouvoir démarrer cette émission comme chaque semaine avec les résultats justement. Timéo pour son retour s'y colle. Le plus gros pour monsieur, on va voir s'il a encore des réserves. Je n'en doute pas. Juste après ce petit jingle avec les résultats et notamment un retour sur le match de l'équipe de France de football. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Oui, revenons déjà tout simplement sur cette victoire, entre guillemets, de l'équipe de France en amical contre le Chili. Effectivement, une victoire sans briller contre le Chili de l'équipe de France, 3-2 avec des buts de Fofana, de Giroud et de... ça va me revenir, de Kolo Muani, pardon. Et ça vient finir un rassemblement avec 2 matchs amicaux de l'équipe de France, dont le premier était une défaite cuisante 2-0 face à l'Allemagne, donc l'équipe de France qui se rattrape un petit peu, mais sans forcément briller, sans rassurer. Alors on va faire peut-être un petit tour de table, un petit retour sur ce que vous pensez de ces 2 matchs amicaux de l'équipe de France, les derniers, hein, on rappelle, avant que le début de la préparation pour l'Euro. Est-ce qu'on est vraiment confiant ou un peu moins au vu de ces 2 matchs amicaux là? Est-ce qu'on commencerait pas déjà par les points positifs? Parce que je pense qu'il y en a un peu moins que les négatifs. Ouais, les points positifs, pour moi, sur les 2 matchs, je retiens juste peut-être le match de Kolo Muani qui m'a franchement bluffé ce soir. Surtout ce soir. Surtout, ouais, la dernière fois, il a pas beaucoup joué, il a eu 10 minutes, quoi. Mais ouais, franchement, vachement bluffé par Kolo Muani ce soir, qui a été impressionnant, j'ai trouvé.
Après, sinon, c'est compliqué de retirer du positif. Les matchs des gardiens sont pas mauvais. Samba a vraiment pas été mauvais contre l'Allemagne. Bon, sur les 2 buts, il peut pas grand-chose. Là, Maignan, il se fait prendre à froid, pareil, sur le premier but. Sur le deuxième, c'est une grosse frappe. Donc, ouais, après, franchement, honnêtement, je vois pas trop de positif. C'est défensivement que ça m'a fait peur, à moi, sur les 2 matchs, quand même. Marius, pareil, pas beaucoup de positifs à... Moi, je suis d'accord avec Maxime, c'est peut-être en défense, on peut avoir un peu peur, surtout sur nos entames de match, où on se prend un but au bout de la 6e contre l'Allemagne, 6e seconde et la 6e minute contre le Chili. Donc après, j'ai pas forcément peur, j'ai confiance quand même au début, par rapport au début de l'Euro. Je vais sortir la carte du temps, comme Mathis aime bien faire. Je pense qu'il est encore trop tôt pour dire qu'on doit avoir peur ou qu'on n'est pas confiant. Je vois bien mon équipe de France entamer l'Euro avec le plein de confiance, sans aucun problème. On a eu des petits, on a aussi senti, et là je m'adresse au Colchonero, l'absence de Griezmann, je trouve, en tout cas, qui à mon avis aurait été aligné titulaire au moins contre l'Allemagne. Je trouve là que vraiment on a senti que sans Griezmann dans le 11, ce n'est pas vraiment la même équipe de France. Ouais, c'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe depuis 10 ans maintenant, hein. C'est le métronome, celui qui fait tout, qui est aussi important en attaque qu'en défense. 84 matchs d'affilée avec les Bleus, c'est dire quand même la longévité du type et l'importance quand même de ce joueur, et ça s'est vu, franchement, oui, ça s'est ressenti dans le jeu de l'équipe de France. En transition, c'était beaucoup moins fluide et beaucoup moins impactant que d'habitude. Après, on peut aussi se dire que voilà, les joueurs ont plutôt la tête à la fin de saison avec leur équipe en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc forcément, quand on va devoir jouer 2 matchs amicaux en plein mois de mars comme ça, à un moment charnière, c'est compliqué d'avoir la tête à la sélection. Mais c'est sûr que s'il manquait vraiment quelqu'un ce soir et contre l'Allemagne, c'était bien Antoine Griezmann. Ça, je te rejoins et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça s'était déjà un tout petit peu vu aussi avec les dernières semaines à Madrid. Ah oui, toi qui as suivi, mais on va pas épiloguer là-dessus, mais non, ça s'était déjà ressenti dans le jeu madrilène, et on voit que même en équipe de France, en tout cas, là-dessus. Et puis peut-être juste un tout petit angle sur Mbappé, ses responsabilités de capitaine. Je sais pas si vous avez ce même ressenti. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment un capitaine en fait, avec le brassard. Non, Mbappé. Oui. C'est pas vraiment quelqu'un qui va rebooster l'équipe de France. Ouais, et puis même moi, ce qui m'a surpris, c'est dans le couloir. Je regardais l'avant-match. Et il sort et il fait juste un allez les gars, mais genre tout bas. Et derrière t'as Maignan, les Konaté qui viennent, qui sortent, qui crient, ouais, des patrons, qui sont là, voilà, des patrons. Mais même, Konaté, il doit avoir, je sais pas, une quinzaine de sélections en équipe de France, et il pèse déjà plus que le capitaine de l'équipe de France en termes de voix. Donc voilà. Et puis même, quand on regarde les derniers rassemblements, au moment charnière, dans le vestiaire, c'est pas forcément lui qui prend la parole. On se rappelle des Pogba, même des Mandanda qui prenaient la parole au moment important. Et peut-être qu'on a besoin justement de ça, d'un Kylian Mbappé qui prend les devants et qui assume son rôle de capitaine à plein temps, quoi. Déjà que sportivement, ce rassemblement est vraiment mauvais de sa part, hein, il faut le dire. Les 2 matchs qu'il fait sont vraiment en dessous de ses capacités et de son talent. Et c'est sûr qu'en termes de leadership, de toute façon, quand le choix de Mbappé avait été annoncé il y a quelques mois, ça avait déjà été un petit peu un débat. Est-ce que Griezmann méritait plus? Au final, ça a été choisi et c'est Mbappé qui a été désigné capitaine. Mais c'est vrai qu'il a pas encore, je pense, cette âme vraiment de leader du vestiaire, en tout cas en équipe de France, que Griezmann, peut-être par sa longévité et son expérience, aurait pu plus avoir. Mais peut-être que voilà, je pense que Deschamps a fait un choix sur la décision était peut-être un projet sur 10 ans. C'est voilà. ça. Donc, exactement. À voir. On verra par la suite. On verra en tout cas d'ici quelques mois quand viendra notre très cher championnat d'Europe. Et d'ailleurs, parlant championnat d'Europe, il y avait les dernières places qui se jouaient ce soir avec les barrages. Effectivement, on connaît presque les 3 dernières équipes qui iront à l'Euro. On commence par la Géorgie, qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en battant la Grèce au tir au but. La Géorgie de Willy Sagnol, rejoint plus tard dans la soirée par l'Ukraine qui s'est imposé 2-1 contre l'Islande. Et le 3e, qui sera l'adversaire des Bleus dans sa poule, on ne le sait pas encore. C'est le Pays de Galles contre la Pologne, donc on va pas pouvoir vraiment rebondir là-dessus, sur cet adversaire des Bleus, en tout cas pas maintenant, puisqu'on est en prolongation, il reste 5 minutes et le score est de toujours 0-0. Donc on verra bien quel adversaire sera le 3e à tomber dans la poule de l'équipe de France.
Voilà, d'ici peut-être la fin des résultats. Du C'est coup, ça. on va pouvoir passer outre le football. en Oui, attendant. on passe maintenant au tennis avec la suite du Master 1000 de Miami chez les hommes où Gaël Monfils, le dernier français en lice, s'est incliné en 16e de finale contre Carlos Alcaraz, 6-2, 6-4 en 1h15. Donc plus de français, mais toujours une française avec Caroline Garcia, vainqueur surprise de Coco Gauff, 3e au classement WTA qui évolue à domicile, 6-3, 1-6, 6-2 et qui affrontera une autre américaine en quart de finale, Danielle Collins. Et après le tennis, place au tennis de table avec les championnats de France qui se sont tenus ce week-end à Montpellier. Une compétition à domicile pour les frères Lebrun qui se sont affrontés dans une finale de folie qui a vu l'aîné Alexis s'imposer 4-7-2 contre Félix pour remporter son 3e titre consécutif de champion de France. Alors rappelons que bien qu'il soit 5e mondial, Félix n'a jamais battu son frère. De quoi provoquer quelques larmes chez le jeune homme de 17 ans qui a pu se consoler malgré tout par son titre en double avec son frère évidemment. Et même rengaine dans le tableau féminin où Camille Lutz s'est imposé 4-1 en finale contre sa sœur cadette Charlotte pour glaner son premier titre national. Alors petite question tennis de table pour changer, est-ce que vous aussi vous êtes un peu tombé dans cette hype du tennis de table avec les bonnes performances de nos Frenchies ces derniers mois ou pas encore? Peut-être on attend les Jeux Olympiques. Forcément, moi j'ai suivi un peu leur ascension. J'avais vu du coup les championnats du monde, il me semble que c'était il y a quelques semaines. J'ai oublié le lieu, mais du coup j'attends aussi forcément avec impatience les Jeux Olympiques pour les voir briller et en attendant les voir en tout cas voir le grand frère sauter sur la table face au petit qui est en pleurs, ça nous fait rire, mais hâte de les voir les deux pourquoi pas en vainqueur en double cet été. On parlait pas mal de Félix de par ses performances à seulement 17 ans, mais même l'aîné n'est pas encore dépassé, ou en tout cas peut-être que dans ces duels-là particuliers, il l'a vu s'entraîner, il l'a accompagné en tant que grand frère. Peut-être qu'il a quand même ce petit ascendant psychologique ou tactique. Je sais pas si Maxime, tu as un avis là-dessus. Ouais. Mais en vue des jeux, en tout cas, on espère qu'ils se croiseront pas trop vite. Ça pourrait, Qui se croiseront pas, ou alors en finale les deux, mais. Oui, c'est pour ça pas trop voilà, vite. Oui, voilà. Mais non, ouais, mais c'est clair. Enfin, même la famille le disait. J'écoutais, je crois que c'est sa mère qui a donné une interview juste après la finale. Elle le disait que pour l'instant, Alexis était peut-être d'un point de vue tactique et même en ayant vu son petit frère s'entraîner, il est peut-être plus avancé que lui sur ces matchs-là. Et de toute façon, elle le disait, et même je pense que Alexis Lebrun le sait lui-même, c'est que d'ici quelques mois, quelques années, Félix, ces matchs-là, il va les gagner, et au final, ça va être lui qui sera champion de France très probablement peut-être l'année prochaine déjà, mais dans les années à venir. Mais même Alexis, sur le circuit mondial, il est pas à mettre à la poubelle. Je crois, il est 21 ou 20 mondial sur l'année, donc ouais, ça reste un très bon joueur de tennis de table. Après voilà, on est omnibulé par Félix parce que forcément il fait des grosses performances. Mais ouais, les championnats du monde par équipe en Corée, c'était il y a un mois et quelques. C'était franchement intéressant de voir le niveau, et franchement ouais, même moi j'ai une petite hype tennis de table qui est venue avec les bons résultats des frères Lebrun et de Simon Gauzy notamment. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'attends de voir le contre-coup des Jeux Olympiques, de tous ces sports évidemment qui nous intéressent, comme le rugby à 7. Et puis une fois la vague des Jeux passés, on verra un peu si on est toujours aussi hypé par les frères Lebrun. C'est vrai. Bon, on parle de basket maintenant, si vous voulez bien, avec la petite sœur de l'Euroleague, l'Eurocoupe, qui a vu triompher ce soir la France. Bourg-en-Bresse s'est qualifié pour la finale du tournoi en s'imposant 86-74 contre le club turc de Beşiktaş, pendant que Paris a battu Londres 99-86. C'est la première fois que l'on voit deux clubs français en finale de cette compétition depuis sa création en 2002. Bon, même petite question rapide sur le tennis de table. Est-ce que l'Eurocoupe, c'est une compétition qu'on suit, qu'on aime regarder? Est-ce qu'on a un favori pour cette finale, en sachant aussi que Paris est en pleine bourre, depuis le 27 janvier, ils n'ont pas perdu un seul match, toute compétition confondue. Donc équipe très en forme, et puis ça fait plaisir aussi pour le basket français d'avoir deux clubs en finale d'Eurocoupe. Je suis désolé de te reprendre, Timéo, je sais que c'est ton retour, mais c'était la manche 1, en tout cas. Non, sérieux? Si, malheureusement. Mais mon Dieu, j'avais pas vu, pardon. C'est pas grave. Bon. Oui, c'est vrai que ça ne se joue pas en match unique. Bon. C'est des demi-finales, donc Ça pour arrive, l'instant, en tout cas, nos clubs français ont gagné. C'est bien pour parti, ça, voilà. c'est pour ça que je posais la question sur est-ce que c'est une compétition que vous suivez, parce que vous avez pu voir du coup que ça n'est pas mon cas. Mais c'est pas grave, c'est quand même une belle soirée. C'est quand même une belle soirée pour le basket français. C'est surtout que le Paris Basket qui a remporté la Leaders Cup
il y a très peu de temps, est un des clubs français extrêmement en vogue, avec porté par il y a la hype quoi autour Nadir de Effi, voilà Nadir Effi, quelques jeunes promesses, la nouvelle salle, Arena, ouais. même ils font des partenariats. Enfin là, vous êtes déjà allé à l'Adidas Arena? Je suis autour, je suis jamais rentré dedans, mais Ouais. ça ne pareil. saurait que tarder. Excusez-nous. Monsieur Ça est arrive. monsieur est maître d'œuvre, il vérifiait juste les finitions et puis il dit non, mais je Non, me mais très réserve, belle mais salle. ça. Très Mais belle ouais, salle. ouais, Non, même, c'est vrai que mais c'est- ouais, je pense quand même que ça reste. Pour ma part, dans le basket français, c'est les deux clubs que je suis, mais juste pour Nadir Effi et Zachary Rizaché, pour savoir ce qu'ils vont donner sur la draft qui sera au printemps, fin du printemps, début d'été cette année. Et voilà, après clairement draft NBA pour draft NBA, oui, bien sûr. on parle de basket américain cette fois. mais ouais, très très clairement, ça fait du bien de voir le basket français encore avancer un peu plus sur la scène européenne, même si c'est que l'Eurocoupe. On a Monaco qui est très en forme aussi en Euroleague. Voilà, donc ça fait du bien de voir ces équipes françaises réussir enfin à marquer un peu l'Europe de leur empreinte. Ouais. Et de manière un peu plus locale, je dévie un tout petit peu, mais le SBVA, juste à côté d'ici, donc l'équipe de Villeneuve d'Ascq, les filles qui sont dans le Final Four, donc demi et finale de l'Euroleague, pour la première fois de leur histoire, et donc ça sera mi-avril, 12-14 avril, donc elles pourraient aussi écrire une page de l'histoire du basket français et basket féminin français. Voilà. Et on continue pour terminer un petit peu avec du sport mécanique. En MotoGP, c'était le Grand Prix du Portugal ce dimanche où Jorge Martin s'est imposé devant Enea Bastianini et Pedro Acosta dans une course où Fabio Quartararo termine 7e et Johan Zarco 15e. Mais ce qui a marqué ce GP, c'est l'accrochage à trois tours de la fin entre Francesco Bagnaia, le double champion du monde en titre, et Marc Marquez, qui a vu Bagnaia abandonner et donc céder sa place de leader du championnat au vainqueur Martin. Les fans de Formule 1 ont quant à eux dû zapper leur grasse matinée dimanche pour le Grand Prix d'Australie, avec un départ de la course à 5 heures, mais un réveil qui valait le coup, puisque pour une fois ce n'est pas Max Verstappen qui s'est imposé. Le Néerlandais, victime d'un problème mécanique au niveau des freins, a dû abandonner après 3 tours, son premier abandon depuis 2 ans, permettant à Ferrari de réaliser son premier doublé depuis 2 ans aussi, c'était au GP de Bahreïn en 2022. Et on termine avec un autre sport de roue, mais cette fois sans moteur, même si on peut parfois se poser la question, tant Tadej Pogačar a survolé le Tour de Catalogne, en terminant une nouvelle fois vainqueur de la dernière étape dimanche. 4 victoires en 7 courses pour écraser la concurrence, plus de 3 minutes 30 d'avance sur son dauphin Mikel Landa, plus de 5 sur le 3e Egan Bernal, et le premier français, Lenny Martinez, termine 7e et repart avec le maillot blanc de meilleur jeune. Petit point pour finir sur le début de la quinzaine sainte, le nom de ces classiques belges fait de monts et de pavés. Une quinzaine qui a débuté mercredi par la victoire du Belge Jasper Philipsen dans la classique Bruges-La Panne. 2 jours plus tard, le 3 Saxo Classic a couronné le champion du monde néerlandais Mathieu Van Der Poel devant les 3 Belges Stuyven, Van Aert et Wellens. Mais dimanche, le Hollandais volant avait visiblement laissé trop de jus lors de Gant ou Wevelgem en s'inclinant au sprint contre le champion du monde 2019 Mads Pedersen. Donc encore une belle semaine de sport en soi. Logique pour vous, encore cette domination de Pogačar, qui énorme domination. Là, on parle d'une course à étapes quand même. Oui, non mais oui. Mais clairement. il nous a sorti, comme sur en ce début d'année Milan-San Remo, des écarts encore stratosphériques sur une course d'un jour. Donc quand Vingegaard est pas là, la différence elle se voit, mais à des kilomètres. J'ai aussi l'impression que Vingegaard dans son coin, il met les mêmes chronos. Hein, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on voit moins Vingegaard sur le devant de la scène, peut-être parce que les courses qu'il fait actuellement sont peut-être moins prestigieuses que ce que fait Pogačar, mais franchement c'est impressionnant ce qu'ils font tous les deux. De toute façon, depuis 2-3 ans sur le Tour de France, moi, je les regarde et c'est impressionnant. Mais là, Pogačar, je sais pas ce qu'il a mangé en ce début d'année, mais franchement, c'est impressionnant. Il a faim. Ouais, il a très faim. Il a très faim. Et on va avoir, je l'évoquerai dans les immanquables, mais prochains monuments, et notamment très très proche de chez nous. Et puis, bien sûr, après, on se dirigera dans la saison vers les grands tours. Donc, hâte de voir aussi quand ces grands en tout cas, qui pour concurrencer surtout Pogačar et Vingegaard? Ça va être la grosse question. Merci Timéo pour ces résultats. À noter aussi que plus tard dans l'émission, on reviendra un peu plus en détail sur ce début de saison de la F1, puisque ça sera le moment débat du soir sur un premier point sur les 3 premiers Grands Prix de cette nouvelle saison de Formule 1. Messieurs, première interlude musicale du soir, pour souffler un petit peu quand même. Je vous propose un retour 13 ans en arrière, à l'été 2011. Ça fait certains ici qui étaient pas du tout jeunes.
et même très 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 jeune. La dernière fois que nos Bleus avaient affronté le Chili, avait un petit nul au stade de la Mosson 1-1. Est-ce que vous saviez qui avait marqué le but côté français? Peu de nostalgie là. Aucune idée. Il est plus en activité. Hein, depuis. Il est plus en activité, non. Non, je pense pas. Ou alors il a signé dans un club très lointain. J'ai pas eu l'écho de ça. Un ancien Marseillais, ancien Blues. Malouda. C'est pas Drogba, non, c'est pas Malouda. Chiro? Non. Trop. Ancien Niçois. Loïc. Rémi. Rémi. Non, il est encore en activité, je crois. Ah ouais, tu crois? Ouais. Eh ben, tu nous sortiras l'info au retour de cette interview musicale. En tout cas, c'était ce dernier match-là entre France et Chili au stade de la Mosson de Montpellier il y a 13 ans bientôt. Et puis, c'était en août 2011. Alors, je ne sais pas pourquoi on programmait, allez savoir pourquoi on programmait des amicaux en plein mois d'août, juste avant de démarrer une saison de championnat. Mais en tout cas, cet été-là, il y avait un son que moi, j'écoutais pas mal. Je pense que vous, et même toutes les radios l'ont forcément diffusé. Donc j'en profite, on passe un peu en boîte de nuit là pendant quelques minutes avec Party Rock Anthem de l'MFAO et on revient d'ici quelques instants pour la suite du Campus Sport Club. Party Rock Anthem à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Vous êtes bien par contre là pour écouter la suite du Campus Sport Club, une 24e émission déjà en ce début d'année, avec toujours à côté de moi Timéo pour le retour, Maxime qui était déjà là ce matin et Marius qui est impatient, qui était pas du tout là ce matin. Qu'est-ce que tu as fait ce matin, Marius, tiens, pendant que tu me laisses préparer le jingle? Je révisais la macroéconomie avec Maxime. On avait une petite éva à la fac, donc on était en train de se préparer tranquillement. C'est vrai, ça bosse dur. On n'est pas tous dans le journalisme, mais en train de faire nos armes. Et j'ai entendu Macron économie. Je dis c'est macroéconomie. C'est quoi cette matière? On poursuit comme d'habitude dans le Campus Sport Club avec cette fois les news de Maxime. Juste après, petit jingle. Vous avez suivi les dernières infos sport du moment, mais certaines vous sont passées sous le nez? Pas de soucis, les voici toutes réunies dans les news du CSC. On adore aborder les news gaiement dans le Campus Sport Club et on va parler racisme. Ouais, exactement. On parle racisme pour commencer ces news avec Vinicius qui s'effondre une nouvelle fois à cause du racisme. La star brésilienne s'est retrouvée confrontée à ce même problème alors qu'on lui posait une question sur le racisme dont il était victime depuis son arrivée à Madrid. L'ailier brésilien a craqué en conférence de presse à l'approche du match opposant sa sélection à l'Espagne. L'ailier de 23 ans a fondu en larmes en affirmant « Je suis désolé, je veux juste jouer au football, je veux juste jouer, je veux tout faire pour mon club et pour ma famille et que les personnes noires ne souffrent plus jamais ». Sous les applaudissements des journalistes présents en conférence de presse, le Brésilien a réaffirmé que selon lui l'Espagne n'était pas un pays raciste, mais qu'il y avait beaucoup trop de racisme en Espagne et notamment dans les stades. Et on le comprend. Et désormais on passe à notre deuxième sujet foot de ces news. 2 buts en moins de 10 secondes lors des amicaux internationaux cette semaine. Le football parfois ça va vite, même ça va très vite. Ce week-end on en a eu la démonstration avec non pas 1 mais 2 buts en moins de 10 secondes de jeu dans les amicaux internationaux, pardon. On a bien sûr vu la frappe magistrale de Florian Wirtz contre nos Bleus qui après 7 secondes de jeu est venu tromper Brice Samba et mettre la clim dans le Groupama Stadium. Mais on a aussi eu le droit à un but au bout de 7 secondes entre la Slovaquie et l'Autriche. Et c'est l'Autrichien Baumgartner qui s'est illustré en plaçant une frappe imparable face à un Dubravka impuissant. Alors moi j'ai une question pour vous messieurs. Est-ce que aujourd'hui vous êtes toujours surpris par ces buts au bout de 10-15 secondes, voire même dans les 2-3 premières minutes des matchs, ou est-ce que ça devient peut-être un peu une habitude maintenant? Est-ce que tu ne demanderais pas si le football il a changé? Ouais. Football il a changé. Bah, en vrai, quand je vois par exemple le but d'Mbappé à Pierre-Mauroy il y a 1 an ou 2 ans. Déjà 2 ans, été 2022. Ouais. Voilà, s'en souvient bien, Timéo. En 9 secondes avec le trio d'attaque qu'on se rappelle, tu vois que c'est préparé et que c'est répété je sais pas combien de fois à l'entraînement, et même eux la veille de ce match-là avaient dit oui, on avait testé ça avec le coach et c'était passé, on lui avait dit ça allait passer. Donc ils ont confiance au plan tactique et on voit que la tactique ça marche tout simplement à des moments, et donc on peut ne pas être choqué. Après on n'a pas le temps de s'asseoir. C'est vrai que le but de Wirtz samedi. Ouais, samedi. Ouais, j'ai à peine eu le temps de le voir, j'étais à peine installé, mais en tout cas moi je suis pas étonné quoi. Après les 2-3 premières minutes d'un match elles sont souvent cruciales, faut savoir ne pas encaisser pour pas avoir la tête dans les chaussettes pour le reste du match.
Donc non, faut savoir travailler ça à l'entraînement et dans les deux sens, que ce soit offensivement comme défensivement. Après, rappeler aussi que les 2 buts dont tu parles sont 2 très beaux buts. Enfin, même un gardien de niveau international, je vois mal Sambal et la chercher comme ça sur les premiers appuis de son match. Compliqué. Chercher en pleine lucarne cette frappe de Wirtz, par exemple. Baumgartner, j'avoue que je n'ai pas vu spécialement la distance et le but, mais il y a de ça. Et peut-être aussi se rappeler il y a pas longtemps que même sur le coup d'envoi, on peut marquer des buts. En tout cas, Amin Harit contre Lyon a failli le faire. Anthony Lopez. Face à Anthony Lopez. Ouais. Non, c'est vrai. Puis même, moi qui regarde beaucoup la première ligue, je vous avoue que ça arrive. Moi, ça m'étonne plus parce que ça arrive quasiment tous les week-ends qu'on a un but au bout de 2 minutes sur les 5-6 matchs qu'il y a par week-end. Donc ouais, moi je me demandais un peu votre avis et je remarque que c'est à peu près le cas pour vous aussi. Sur le point tactique, en tout cas, Marius a appuyé, mais c'est vrai il y a des équipes ou des entraîneurs, en tout cas des nouvelles tendances, on dit les gars sur les 5 premières minutes. On est à 1000%. Ouais. En face, il faut qu'il coule. Et souvent, c'est accompagné d'un but. Et c'est peut-être une tendance qu'il y a du point de vue tactique et coach. C'est vrai. Et on termine cette partie foot avec une troisième news et une surprise tout de même, puisque Hervé Renard a annoncé cette semaine la fin de sa collaboration avec l'équipe de France féminine après les JO. Ça a fait l'effet d'une bombe, puisque alors que les Bleus, les Français, étaient à Clairefontaine, c'est le sélectionneur des Bleus avec un E qui a beaucoup fait parler de lui. En effet, il a annoncé s'être mis d'accord depuis plusieurs semaines avec le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, pour mettre un terme à son aventure avec les Françaises après les JO. Alors on espère que cette dernière danse donnera l'envie aux Bleus de réaliser l'exploit d'aller chercher une médaille olympique pour la DER de leur sélectionneur. Alors sur le plateau, on en pense quoi? Qui peut remplacer Hervé Renard? Et est-ce qu'on croit à une médaille pour les JO? Déjà, est-ce que l'annonce est au bon moment aussi? Telle est la question. Parce que là, pour moi, c'est pas... non, parce qu'il y a plus de rassemblement avant les JO, je crois. Donc voilà. Peut-être que ça va motiver les filles pour le faire pour le coach, je sais pas. Sorte d'une finale. De toute façon, je pense que les filles, dans ces cas-là, même elles sont même plus motivées pour le coach, pour les Bleus. Elles savent juste que c'est des Jeux Olympiques en France et que je pense dans tous les cas, elles étaient motivées que par cet aspect-là. Par contre, avoir sous ses ordres un coach qui dit, de toute façon, dans 3 mois, je suis déjà plus là, donc vous m'écoutez pas. Tu vois, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu spécial. C'est double tranchant, en fait. C'est soit il y a ce truc de, allez, on fait plaisir au coach avant qu'il s'en aille, comme avec Klopp, par exemple. Mais est-ce que vraiment Hervé Renard avec l'équipe de France féminine, c'est, la même empreinte qu'il a laissé que Klopp, à Liverpool? C'est différent. Puis avec l'épisode de la CAN où il était prêt à partir pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il avait vraiment, je me demande parfois, est-ce que Hervé Renard aime vraiment faire ça? Mais après, ça, c'est un débat qui pourrait durer peut-être 10 minutes, mais je me demande parfois si, parfois il regrette pas un peu son choix ou si c'est vraiment ce qu'il aime faire, entraîneur de l'équipe de France féminine. Est-ce que c'était pas un choix un peu par intérêt? En tout cas, annoncer ce truc, cette décision 3 mois avant, c'est un peu particulier. Et moi, si j'étais une joueuse de l'équipe de France avant les JO, j'aurais pas ce truc à la Klopp de dire tout faire pour l'entraîneur, parce que j'ai pas non plus l'impression qu'il était hyper engagé dans cette mission, quoi. À savoir que son contrat, une fois qu'il avait signé avec la fédération, courait jusqu'aux Jeux Olympiques. Il va finalement jusqu'à la fin de son contrat. Il s'arrête pas avant. Par contre, qui disent déjà, malgré ne sachant pas, le résultat, s'il prend la médaille d'or ou pas, par exemple, lui, il est déjà à dire, je m'en vais. Je fais mes valises. Ça l'a pas trop convaincu, quoi. C'est ce que ça peut laisser. C'est que même en cas de médaille d'or, j'ai l'impression qu'il a priori, il avait déjà un autre projet derrière à la rentrée 2024. Et il dit vouloir retourner dans le football masculin. Oui, voilà. Il l'a dit. Mais du coup, c'était vraiment une petite parenthèse. C'était pas un vrai intérêt profond, a priori, sur la durée. Juste, Timéo, avant qu'on reprenne, Maxime, un point barrage. T'as un résultat qui est tombé? Le résultat qui est tombé, celui qu'on attend, celui de l'adversaire, le 3e de l'équipe de France en poule de l'Euro 2024, un adversaire qu'on a eu l'occasion d'affronter en 8e de Coupe du Monde en 2022, la Pologne de Robert Lewandowski qui s'impose au tir au but 5-4 contre le Pays de Galles. Eh bien, ça promet. Voilà, Autriche, Pays-Bas et Pologne, du coup. C'est ça. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Allez, on enchaîne, on passe du football aux pistes d'athlétisme et on parle de Kevin Mayer qui a une nouvelle fois abandonné son décathlon qualificatif au JO, une nouvelle fois blessé. Le cauchemar continue pour lui. En effet, il était engagé sur le décathlon de San Diego en Californie la semaine passée et le double vice-champion olympique de la discipline a dû déclarer forfait après 4 épreuves, apparemment blessé. Problème, le Français n'est toujours pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Il n'a plus que jusqu'au championnat de France élite qui se dérouleront le 30 juin pour réussir les minima. Autre alerte, le recordman du monde de la discipline n'a plus terminé un décathlon depuis juillet 2022
et son titre mondial à Eugène. Alors messieurs, la situation de Mayer, elle vous inquiète? Et est-ce qu'il est en mesure de se qualifier, de rebondir et peut-être d'aller chercher une médaille sur son épreuve qui est le décathlon? Chercher une médaille, pour moi, ça s'annonce quand même compliqué. Faut se rendre un peu à l'évidence. Si tu dis qu'il a pas terminé de décathlon, que là, c'est encore une blessure qui vient le freiner, c'est que les blessures l'ont longtemps handicapé. Je pense que s'il se qualifie déjà pour Paris 2024, ce sera une belle réussite et pourquoi pas une manière de bien finir sa carrière, mais ne pas avoir trop gros. Il a eu son moment, il a eu son prime entre guillemets, donc savourons-le et après on va voir ce que la suite nous réserve. Allez, on enchaîne avec deux dernières news et Teddy Riner qui retourne sur les tatamis cette semaine à Antalya. Big Ted est de retour. En effet, nous n'avons plus vu le 11 fois champion du monde, et triple champion olympique depuis le Grand Slam de Paris, qu'il avait d'ailleurs remporté. Le Guadeloupéen de 34 ans sera de retour en Turquie, à Antalya, à l'occasion du Grand Slam, qui s'y déroulera du 29 au 31 mars. Et enfin, un nouveau record est tombé en NBA cette nuit, et plus précisément en Californie, à Sacramento. En effet, les Kings recevaient cette nuit les Sixers de Philadelphie. Vous pensez peut-être que c'est Embiid qui a battu un nouveau record de points. Eh bien non, notre nouveau recordman nous vient tout droit de Lituanie. Et il s'agit en effet de Domantas Sabonis. Le pivot arrivé en 2022 des Pacers s'est offert le record détenu auparavant par Kevin Love. En effet, l'Américain avait cumulé entre 2010 et 2011 53 double-double d'affilée. Le Lituanien, à l'heure de la victoire des Kings face aux Sixers 108-96, battu ce record en enchaînant, messieurs, un 54e double-double sur les 54 derniers matchs qu'il a joué. Juste monstrueux. Mieux, il a même terminé en triple-double avec 11 points, 13 rebonds et 10 passes. Est-ce que, petite question pour finir, pour clore ces news, est-ce que c'est pas encore une nouvelle preuve que les Américains ont à vraiment se méfier du basket européen qui, par déjà les individualités, mais même font tomber les records, ont des MVP, on est quand même sur les 5 derniers MVP qui sont non américains. Est-ce que vous voyez vraiment le basket européen continuer à s'installer encore et toujours plus, ou est-ce qu'on a atteint quand même une limite où on voit que c'est une petite proportionnalité mais que ça restera quand même à 80% du territoire américain? On voit quand même, en tout cas ces dernières années, que l'écart qui était monstrueux encore auparavant entre les USA, en tout cas en équipe nationale, et les autres commence un peu petit à petit à se rétrécir, même si forcément les USA sont toujours devant. Ça c'est sûr en termes de vivier de talent et de collectif juste poste par poste, mais c'est quand même toujours intéressant et super flatteur pour l'Europe de voir à quel point ces joueurs s'importent bien aux États-Unis et à quel point du coup ils permettent de développer le basketball européen, en tout cas en termes de nations, et ça promet aussi des matchs plus importants. On voit que en championnat du monde, les USA sont pas, en tout cas n'ont pas gagné par exemple les derniers championnats du monde, ne les ont pas gagnés non plus en 2019. Et donc, c'est que il y a quelque chose qui se passe aussi en Europe, et ça, c'est cool. C'est vrai. À noter quand même que sur les effectifs, en tout cas envoyés pour ces compétitions-là, ils s'appuient surtout sur un vivier de jeunes. Enfin, les stars se reposent l'été quand même. Ils ont 82 matchs plus play-off à potentiellement à enchaîner. Mais mine de rien, les U23, on va dire, on va appeler ça les U23 américains qu'on croise en Coupe du Monde sont quand même très très costauds. Et petite question pour finir, est-ce que vous voyez quelqu'un en ce moment dans les équipes actuelles NBA tâter ce record-là? Le record de points de double-double. Ah ouais, double-double. Ouais, Wemby, pourquoi Espérons. pas. Après, ça va être... sachant qu'il peut le poursuivre. Et on ouais, voilà. est à l'abri déjà qu'il améliore. Voilà. Mais ouais, Domantas Sabonis risque même de l'améliorer, je pense. Il y a encore combien de matchs à peu près NBA? J'ai pas su exactement, mais il y en a une dizaine, hein. Ouais, il doit rester une douzaine. Ouais. Je crois qu'il en reste 10, tout pile. Ouais, 10. 60, il y en a qui sont à 72, 71, j'ai regardé ce matin, donc il en reste 10, ouais. Il semblait avoir vu des bilans de 36-34 il y a très peu, donc je me dis, ouais, on est dans les 10 derniers de saison régulière. Donc, ouais, ça peut être pas mal déjà cette marque. C'est clair, carrément. Ouais, non, mais ouais, de toute façon, je pense que Sabonis ne va pas s'arrêter là. Il va aller en chercher quelques supplémentaires. Ouais. Mais sachant qu'il fait des triples-doubles même. Voilà, mais sachant qu'il fait des triples-doubles, donc c'est que ça va pour lui, hein, niveau basket. Mais ouais, après, peut-être Wemby aller chercher ce record-là. Bon, faudra peut-être patienter un peu parce que bon, réussir 56 double-double avec les Spurs, c'est peut-être pas gagné. Consécutif, voilà. C'est ça, consécutif.
En tout cas, merci Maxime pour ces news. On va pouvoir poursuivre pendant quelques minutes encore avant d'attaquer le rush final de cette émission du Campus Sport Club, toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM. On va passer à la séquence débat. Je l'avais un tout petit peu teasé à la fin des résultats. On va parler Formule 1. On va revenir sur les premiers Grands Prix de Formule 1 de cette année. Et faire un micro-bilan, on va dire. En tout cas, sur les premiers enseignements qu'on a eus, déjà de vous trois en face de moi, qui a pu suivre les 3 Grands Prix, malgré les horaires, malgré, je sais pas si vous avez pu regarder en replay, voir des résumés, un peu voir un peu ce contexte-là. Ouais, les résumés Canal, après, les résumés Canal sont bien, genre, ils durent 15 minutes, donc c'est parfait. Oui, ils sont riches. Voilà, ils sont très riches, mais ouais, après, regarder tout, non. J'ai regardé le départ là samedi d'Australie juste pour voir Verstappen casser ses freins, ça m'a fait du bien. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Oui, tu l'attendais. Mais voilà, j'attendais, ouais. Mais ouais, en vrai j'ai quand même pas mal suivi le début de la saison. Alors pour faire un tout petit condensé de ces 3 premiers Grands Prix, la saison a commencé à Bahreïn sur le circuit de Sakhir début mars, le 2 mars, avec une victoire de Max Verstappen qui s'était déjà offert la pole juste avant le vendredi et qui a même fini. De toute façon, il a passé les 57 tours en tête et a même réalisé le tour le plus rapide, donc un nouveau grand chelem écrasant pour Verstappen pour cette rentrée 2024, avec aucun abandon quand même sur ce Grand Prix. C'est une première pour un Grand Prix inaugural de toute l'histoire de la Formule 1. On notera aussi peut-être qu'on y reviendra juste après, mais les pilotes alpines qui ont superbement démarré 19e et 20e sur la grille. On parlera peut-être d'Alpine justement. Le deuxième Grand Prix la semaine suivante, on était toujours du côté des pays arabes avec le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite, samedi 9 mars, victoire de Max Verstappen et lui qui avait déjà pris la pole position, mais le tour le plus rapide était revenu à Charles Leclerc qui a fini 3e. C'était son premier podium cette saison. Avec là cette fois plusieurs abandons et pénalités et notamment un Carlos Sainz qui compagnon donc de Charles Leclerc qui a été forfait à cause d'une appendicite. Ouais, j'ai y arrivé. Mais cette appendicite là finalement aurait-elle été bienfaiteuse puisque monsieur Sainz est revenu ce dimanche et l'a remporté sur le Grand Prix d'Australie sur le circuit de Melbourne grâce entre autres à la casse de Max Verstappen dès le 3e tour au niveau du frein arrière droit et un doublé même Ferrari donc avec Charles Leclerc qui confirme et qui est là et qui a encore signé le tour le plus rapide. Alors du coup peut-être sur ces premiers enseignements là, est-ce que on part à nouveau sur un duel 100% Red Bull Ferrari ou est-ce que vous craignez, est-ce que comme 2022 comme 2023 on n'aura que ces 2 écuries là en tout cas pour se tâter au sommet, ou est-ce que vous vous attendez quand même, vous espérez quand même qu'une 3e vienne se mêler à la bataille? Mais je pense que déjà le plus important va arriver au prochain Grand Prix au Japon où il y aura les premières améliorations qui vont arriver de la part des équipes, et c'est là où il va pas falloir louper le coche, là où il va falloir aussi que peut-être Ferrari continue sur la lancée qu'il y a eu en Australie pour montrer qu'ils peuvent batailler avec Red Bull, même si ça n'a pas vraiment été trop le cas en Australie, mais on a vu que par exemple Pérez termine à 1 minute de Carlos Sainz quand même. C'est un moment charnière où Ferrari veut montrer, je pense, le moyen de ses ambitions, c'est-à-dire être au plus proche de Red Bull, du moins essayer de batailler avec eux. Je pense que avant d'avoir 3 équipes qui se battent, faudrait déjà avoir une 2e qui puisse rattraper Red Bull, parce que même si il y a eu un doublé Ferrari ce week-end, les 2 dernières fois c'était du Verstappen-Pérez avec énormément d'avance sur les autres, donc ça montre quand même que Red Bull a encore un joli cran d'avance. Donc ça va être intéressant de voir la suite, et comme je dis, avant d'avoir une 3e équipe, essayons déjà d'en avoir peut-être une 2e qui puisse titiller les boules, les Red Bull. Red Bulls. J'ai essayé de trouver un truc, mais j'ai pas trouvé. C'est une belle tentative. C'est la magie du direct. Comment on dirait. Non, après, niveau pilote, là, plutôt que écurie, est-ce que il y a une bonne surprise? Est-ce qu'il y avait des acquis? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise surprise? Forcément, côté tricolore, c'était un peu attendu. C'était déjà un peu prôné par l'équipe. Oui. Des gros changements opérants en 2024, des gros paris. Pour l'instant, les paris ne payent pas, mais on se rappelle que des écuries comme l'an dernier, comme McLaren, qui était quand même pas à ce niveau-là, mais qui avait un peu peiné, avait connu une superbe seconde moitié de saison. Ils sont à peu près encore sur cette lancée-là, en tout cas le binôme Lando Norris et Oscar Piastri. Mais pour ce qui est français, pour l'instant, c'est un 0 pointé en 3 Grands Prix. Ça vous inquiète ou c'est normal ce début de saison? Les performances de la monoplace sont très inquiétantes. Hein.
Quand on voit ce qu'ils font, que ce soit en qualif ou pendant les courses, c'est très compliqué. Et tu l'as dit, Timéo, mais ce 4e Grand Prix à Suzuka, il va être très important au niveau des améliorations que va pouvoir apporter Alpine sur la voiture, parce que s'ils continuent avec une monoplace comme ça, très clairement, c'est la dernière place qu'ils vont scruter pour la fin de saison, parce que même Haas a pris, je crois, des points sur le Grand Prix. Je crois que c'est Hülkenberg qui termine dans le top 10. Les deux dans les points. Voilà. Ça faisait longtemps. Hein, mais les deux terminent dans les points et enfin vraisemblablement c'est Haas qui a la bataille avec Alpine en termes de performance voiture. Et voilà, d'un point de vue des pilotes français, c'est très compliqué. Après, tu disais la bonne surprise, c'est peut-être celui qui a remplacé, j'ai oublié son nom, mais celui qui a remplacé Sainz lors du Biermann, qui a remplacé Oliver Biermann, qui a remplacé Sainz pendant le Grand Prix de Jeddah. Il a fait une très très bonne course. Il termine 6e pour une toute première, 6e ou 7e. Il termine dans les points pour une toute première en Formule 1. C'était pas mauvais. Mais voilà, c'est assez bon. Et ouais, je trouve que ça peut être intéressant peut-être pour la suite, hein, puisque Sainz n'est plus sous contrat avec Ferrari l'année prochaine. Bon, il y aura Hamilton bien sûr, mais peut-être qu'il pourra rebondir quelque part d'autre avec Sainz à ses côtés. Bon, si je peux rebondir très rapidement sur pour moi la petite déception du début de saison, c'est comme tu l'as dit juste avant, Hamilton, que je trouve quand même un peu en dessous. Alors la voiture n'aide pas, mais c'est vrai que 8 points en 3 grands prix, dont un abandon, sachant que Biermann en a pris 6 en un grand prix, c'est assez cocasse. Et aussi il y a forcément les questions qui se posent après l'Australie de est-ce que Ferrari a fait le bon choix. Est-ce que Ferrari a vraiment pris la bonne décision sur le bon cheval, en écartant Carlos Sainz, qui a quand même remporté les 2 derniers Grands Prix de Ferrari, et en amenant Lewis Hamilton, qui est pour l'instant en dessous de George Russell dans une voiture et une écurie qu'il connaît pourtant depuis des années. Alors est-ce qu'il a déjà la tête ailleurs? Est-ce que il le sent moins? Est-ce que la voiture est moins adaptée à lui? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que 8 points pour un coureur pour un pilote comme Carlos Sainz en 3 Grands Prix, comme Hamilton. Pour Hamilton, pardon, c'est compliqué, et à voir si l'année prochaine cette entente Leclerc-Hamilton va fonctionner, et où sera Carlos Sainz effectivement, parce qu'en tout cas je pense que là aujourd'hui toutes les équipes le veulent. Oui, c'est vrai, Carlos Sainz, la grosse énigme, à cause de ce raz-de-marée, Hamilton a annoncé chez Ferrari en 2025, avant même le premier Grand Prix, donc c'est tombé quoi, fin janvier ou début février. Fin janvier, ouais. Mais cette annonce là déjà choc, fait que le mercato de 2025 a déjà commencé en fait. Surtout que la plupart des coureurs sont en fin de contrat à la fin de la saison, donc ça va vraiment être un gros chassé-croisé cet été. Beaucoup parlent de Carlos Sainz peut-être chez Red Bull. Moi, je le vois très peu prendre un volant Red Bull pour être deuxième pilote. Donc, mais en même temps, il y en a qui parlent de Verstappen chez Mercedes. Oui, voilà, aussi. Ça part de partout, en fait. Il y a des rumeurs de partout, et ça va être super intéressant. On a que 3 grands prix, mais c'est vrai que, en dehors des courses et des grands prix qu'on a vus pour l'instant, les rumeurs de mercato prennent aussi tellement de place. Ouais. C'est fou, et ça va être hyper intéressant, parce que là, la grille de cette année était exactement la même que celle de l'année dernière. Oui, c'était aussi intéressant. C'est rare on a été habitué à quand même des gros changements, ou même juste des baquets d'équipes qui étaient peut-être changés à 100%, les deux. Là, même aucun, du tout. En tout cas, on est sûr que l'année prochaine, ce sera sûrement le cas, en tout cas. Il y aura du changement. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, pour ce qui est du duel entre écuries, pour l'instant, Red Bull est en tête avec 97 points, et à la bataille avec Ferrari, 93 points. On a McLaren qui est un bon 3e avec 55 points. On a le duel Mercedes-Aston Martin qui se tiennent en 26 et 25 points. Et les 2 dernières écuries qui ont marqué au moins un point, c'est Racing Bulls Honda avec Yuki Tsunoda, 6 points, et les Haas dont tu parlais, qui ont pu finir dans les points, et donc qui sont là-dedans. Donc on a encore 3 écuries qui ont 0 points. 2 dont on savait un peu avec Williams et Stake. Je sais pas comment vous voulez appeler. Kick Sauber. Ouais, Kick Sauber, ouais. Oui, ça va avoir 20 000 noms en tout cas. Et Alpine, la mauvaise surprise. Parce que même au-delà je m'étais renoté, mais 19-20 sur le premier Grand Prix au départ, Gasly et Ocon. Sur le deuxième, ils sont 17 et 18. Sachant qu'il y avait un non qualifié qui finalement a été repêché, c'est Guan Yu Zhou en 20e position, et en Australie, il partait 15e et 17e. Ouais. Esteban Ocon avait réussi à accrocher c'était un exploit justement. La Q2. Le directeur de l'écurie parlait d'une très bonne performance d'accrocher une Q2 et de finir 15e, donc c'est compliqué. Voilà. Non, mais moi je voulais revenir aussi peut-être sur un dernier petit truc si on a un peu de temps, c'est les décisions hors sport, avec notamment
Une décision qui a beaucoup fait parler sur Melbourne qui vient de Williams, avec le fait que Albon ait complètement craché sa voiture pendant les essais, et au final ils avaient un problème d'aileron ou quelque chose comme ça. C'était au niveau du fond plat, voilà, du châssis. Du châssis, exactement, le châssis. Et au final, ils avaient pas de châssis pour Albon, et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de mettre Albon dans la voiture de Logan Sargent et de ne pas faire courir Sargent. Donc voilà, c'est un premier choix qui est compliqué. Et le deuxième choix, c'est toujours sur la course de Red Bull, sur la course de Melbourne, pardon. Mais c'est la décision de la FIA de ne pas mettre de drapeau rouge sur le dernier tour, alors que Russell est en plein milieu de la piste et que c'est ultra dangereux et que même Russell le demande lui. Donc voilà, ces décisions-là de la FIA, moi je les comprends plus trop depuis quelques années, et notamment depuis le dernier tour énigmatique du premier titre de Verstappen. Mais voilà, c'est un peu bizarre la gestion de la FIA sur les dernières années, je trouve, personnellement. En tout cas, on a aussi eu, grâce au Grand Prix d'Australie, avec le retour gagnant de Sainz, avec la casse frein de Verstappen et le troisième tour, la fin de sa série même, hein, j'ai noté la folle série de 43 Grands Prix consécutifs dans les points. Sur les 43, c'est 35 victoires, et il en était à 9 d'affilée, lui qui avait établi son propre nouveau record la saison passée en passant Vettel. Il en était à 9, il visait la 10e en Australie. Finalement, on a eu changement de situation dès le début de course. Sainz qui gagne son 3e Grand Prix, et même Hamilton qui en abandonnant au 15e tour, on n'avait plus revu d'abandon Verstappen-Hamilton depuis leur fameux accrochage de Monza 2021 qui nous avait donné une magnifique saison. Je trouve en tout cas que c'est plutôt encourageant selon l'angle de vue. Bien sûr, si on est français, c'est un peu compliqué, mais je trouve que ce début de saison est pas trop mal, en tout cas pour ce qui est de la F1. Voilà, je sais pas si c'est partagé. Oui. Ça a bien rabattu les cartes, en tout cas, ce Melbourne, ce 3e Grand Prix. Évidemment, le 4e, un peu comme ça, voilà. On attend le 4e. Voilà, exactement. Exactement. Et là, ce que vous attendez impatiemment, c'est la seconde pause musicale du soir. Qui dit retour de la F1, dit retour de nos commentateurs, journalistes et consultants préférés. Mais saviez-vous, messieurs, que Jacques Villeneuve, en plus d'être consultant pour Canal+ et champion du monde 97 de Formule 1, a sorti un album. Il y a en 2007. Aussi, je suis retombé sur cet album, et je vous propose de découvrir le talent vocal ou pas de Jacques Villeneuve, du Canadien, avec un de ses hits, Accepterais-tu, de son album Private Paradise. Voilà, c'est soit un plaisir, soit ça va être un désastre. Je vous laisse en juger. Ne partez pas. Ouais, et on finira en beauté, vous inquiétez pas, dans le Campus Sport. À tout de suite. Waouh, c'était exceptionnel, c'était émouvant. Jacques Villeneuve là avec Accepterais-tu, donc de son album de 2007, voilà, et ça a bien vieilli, ça a même très mal vieilli. On finit même ce Campus Sport Club avec maintenant le portrait du soir présenté par Marius. C'est tout de suite, juste après jingle. Quadruple médaillé d'or olympique lors des Jeux de 1936 à Berlin, je vous présente le portrait de Jesse Owens. Tout est dit dans le jingle, hein, tout simplement. Jesse Owens, peut-être une sorte de petit portrait hommage ce soir, puisque Jesse Owens, décédé le 31 mars 1980, va bientôt fêter l'anniversaire de sa mort. Tu l'as bien dit, du coup, Jesse, ou plutôt James Cleveland Owens, du coup, quadruple médaillé d'or lors des Jeux de Berlin en 36, est né le 12 septembre 1913 à Oakville, dans l'Alabama, dans des États-Unis, qui étaient donc en pleine période de ségrégation, et dans une famille où il était le dernier d'une fratrie de 11 enfants. Donc il travaille très très jeune dans les champs de coton, car son école est située à 15 km à pied de chez lui, et une école qui rejoint quand même tout de même des fois quand le bus n'est pas présent. Et avant ses multiples exploits du 100 mètres, 200 mètres ou encore saut en longueur, Jesse Owens avait aussi une appétence pour le football ou le basket qu'il pratiqua jusqu'au lycée. Mais moi, je vais m'attarder directement sur l'année 1935 et notamment les championnats universitaires à Ann Arbor dans le Michigan, où on dit souvent que les records sont faits pour être battus, et ça, Jesse Owens l'a très bien compris, car il va faire tomber non pas un, mais pas moins de 6 records du monde en l'espace de 1 heure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, en l'espace d'1 heure, il va égaler le record du monde du 100 yards, donc qui équivaut à 91 mètres à peu près. Donc le 100 yards, il l'égale en 9 secondes et 0,4 centièmes. Le record du 220 yards qu'il va battre également, qui va lui permettre de faire tomber le record du 200 yards, et les haies aussi, qui n'était pas sa spécialité, mais il va quand même battre 2 records, donc le record du 220 yards et du 220 yards de haies et du 200 yards de haies, qu'il va battre successivement.
Et il va finir du coup cet enchaînement incroyable de records par un saut, le record du monde de saut en longueur à 8,13 m, qui reste inégalé qui restera inégalé durant plus d'un quart de siècle. Et ce qui est d'autant plus irritable pour ses adversaires, c'est que lors de ce concours de saut en longueur, Jesse Owens n'avait le temps d'effectuer qu'un seul saut, étant donné qu'il avait du coup le 100 yards, le 200 yards et le 220 yards haie. Du coup, il a eu le temps de faire qu'un seul saut pour battre tout simplement le japonais Nambu à 7,98 m. Et du coup, petite anecdote, c'est que juste avant son unique saut, il a pris le soin de déposer un bout de papier à hauteur de l'ancien record du monde pour pulvériser du coup le record de 15 cm avec son saut à 8,13 m. Donc performance avec un grand S d'autant plus folle, car une autre anecdote sur Ann Arbor, c'est que Jesse Owens s'était blessé au dos quelques jours avant en tombant dans les escaliers après avoir perdu un défi avec ses amis, et donc il aurait très bien pu manquer cet événement qui aurait donc changé sa carrière. Et c'est pourquoi après cet incroyable épisode de Ann Arbor, il regagne les vestiaires en boitant, mais avec une standing ovation de 10 000 spectateurs. Et donc vient alors les fameux Jeux de Berlin, où il va glaner non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 titres olympiques, 4 médailles d'or sous les yeux d'Adolf Hitler. Donc il commencera par un 100 mètres où il va s'imposer en 10 secondes 3 après avoir battu son propre record du monde lors des séries. La longueur, il va s'imposer à 8,06 m devant Lutz Long, un athlète allemand qui deviendra suite à ça son ami. Le 200 mètres, il va aussi s'imposer largement en battant le record du monde. Et pour finir, un relais 4x100 auquel il n'a failli ne pas participer, car 2 athlètes juifs américains qui étaient initialement prévus à cette course ont été remplacés à la dernière minute pour des raisons politiques que l'on connaît, des raisons que le sélectionneur a démenti, car il déclarera plus tard avoir voulu aligner la meilleure équipe possible. Donc quadruple médaillé d'or, il rentre donc aux États-Unis avec ce statut d'héros national, tout en restant privé de certains droits civiques dans ces États-Unis donc ségrégationnistes. Il a notamment été contraint d'emprunter l'entrée de service d'une cérémonie qui était censée le récompenser lui-même, comme l'avait souligné le film La couleur de la victoire sorti en 2016. Enfin, Jesse Owens sera décoré par Gerald Ford de la médaille présidentielle de la liberté en 1976 et décoré également à titre posthume de la médaille d'or du Congrès par George Bush. Et il s'éteindra donc, comme je l'ai dit, tu l'as dit Adrien, le 31 mars 1980 à 66 ans d'un cancer du poumon à Tucson en Arizona. Voilà. Merci Marius pour ce petit portrait donc sur Jesse Owens. Comme on est sur une année olympique, en plus ça tombe bien. Et à noter que ces 4 médailles d'or qu'il a pu faire à Berlin, et on a dû attendre 1984, donc on va bientôt même fêter l'anniversaire, les 40 ans. C'était Carl Lewis qui avait pu faire ce quadruplé historique. Il reste une bonne minute 30, l'occasion pour moi, sans jingle et sans transition, de vous annoncer quelques petits immanquables pour les prochains jours. Allez, on va commencer par un peu de foot avec bien sûr le retour de la Ligue 1 ce week-end et la 27e journée, et notamment le derby du Nord, Lille-Lens, qui aura lieu vendredi soir 21h, sera à suivre sur Prime Video ou au stade Pierre-Mauroy si vous êtes pas loin. Le dimanche soir, en clôture de cette 27e journée, il y aura le Classico Marseille-PSG, à 20h45, toujours sur Prime Video ou au stade Vélodrome si vous avez la chance d'y être. Et à noter aussi côté foot, dimanche, le choc de la 30e journée de Première Ligue entre Manchester City et Arsenal, 17h30 sur Canal+. En tennis, il y aura bien sûr à suivre la suite des ATP WTA 1000 de Miami sur les canaux Eurosport pour les hommes et sur beIN Sport pour les femmes. En cyclisme, à noter 2 courses, on poursuit les Flandriennes cette semaine avec dès demain à travers la Flandre ou à travers les Flandres. Ce sera mercredi, donc demain à partir de 14h15 sur Eurosport ou sur la chaîne L'équipe. C'est la classique avant le monument dimanche, le Tour des Flandres sur Eurosport également à suivre sur le dimanche après-midi, qui pour succéder à Christophe Laporte sur à travers les Flandres qui ne sera pas là cette semaine, ou Tadej Pogačar qui est encore grand favori pour conserver son titre sur le monument. Et enfin un dernier petit mot pour finir. J'avais noté le choc Écosse-France pour le tournoi Destination Féminin, la 2e journée, samedi à 15h15. Et aussi suivre, si vous êtes du matin, très tôt le matin, dimanche matin, un match de MMA entre Erin Blanchfield et Manon Fiorio. Ce sera à suivre sur RMC Sport 2. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci à mes 3 compères du soir, Timéo, Maxime et Marius, d'avoir participé à cette émission, ce nouveau Campus Sport Club. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.